participants. Nous avons donné 18 heures pour le début de ce webinaire-là que nous organisons chaque mardi avec des spécialistes et des passionnés en ce qui concerne la blockchain, le milieu de la crypto et du Web3. C'est dans ce élan-là que nous avons aujourd'hui un webinaire, je vais dire, l'un des plus importants qui va porter sur le Web3. Donc, il s'agira ici de démystifier, bien sûr, les fondamentaux du Web3. Et pour ce faire, nous avons un conférencier du jour et notre conférencier, c'est Monsieur Suleiman. Suleiman est spécialiste développeur euh, blockchain et, et c'est lui qui va nous conduire tout au long de ce webinaire-là. Sans plus tarder, je passe la main à Suleiman. Suleiman, tu as le micro. Alors, allô, on m'entend? Oui, on t'entend parfaitement, parfaitement. Super. Alors, bonsoir Wilfried, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Déjà, merci pour l'opportunité qui m'est faite en fait de pouvoir parler d'un domaine qui me passionne autant, qui est le Web3 et aussi la blockchain. Donc, comme Wilfried l'a dit tout à l'heure, nous allons essayer de déconstruire un peu tout ce qu'il y a autour de cette nouvelle technologie, voilà, autour du Web3, de la blockchain, et démystifier surtout, voilà, tout ce qui est incompris ou tout ce qui est complexe avec des thèmes assez simples et des exemples aussi assez concrets. Donc, moi, c'est Souleymane Ouattara. Je suis développeur blockchain, euh, résident en Côte d'Ivoire. Donc, pour mon parcours, j'ai d'abord été développeur web et mobile. Voilà. Et l'opportunité m'a été présentée de rejoindre cette mouvance de la blockchain il y a des années de cela. Et j'ai pu donc la saisir, fort de son caractère passionnant et innovant. Et donc, ça fait maintenant voilà, on va dire, près de 4 ans que cette aventure-là euh, continue. Voilà. Et je m'y plais bien en tout cas et j'espère qu'on va bien s'entendre sur tout ce qui est préjugé et complexité, voilà, du Web3 et de la blockchain. Alors, Wilfried, tu as quelque chose à ajouter ou On t'écoute, hein. Mais ce D'accord, que je voulais souligner, d'accord. Ok, c'était à l'endroit des autres participants. Je ok, leur dis ils ont la possibilité de poser les questions pendant super. ton intervention, D'accord. notamment par chat, et on Mhm. pourrait te le communiquer au fur et à mesure. D'accord, ça marche alors. Bon, je crois que la présentation est ainsi passée. On va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, c'est quoi le Web3? Le Web3 se définit en fait comme le nouveau, on va dire le nouvel Internet. Voilà. Si on part de la genèse, on avait le Web 1, où on avait l'avènement des blogs où l'utilisateur, ou sinon nous les utilisateurs, euh, on ne faisait que lire les informations qu'on voyait sur nos écrans sans aucune interaction en tant que tel. Euh, Et Suleiman, oui. Suleiman, ton écran n'est pas partagé, hein. On ne Ah voit non, pas ton écran, ou bien il n- n'y a pas de non, présentation. non, non, j'ai pas, comment on appelle, je vais y aller comme ça. Ou sinon, Ah, d'accord, d'accord, ok. bon, si c'est, il faudrait que je switch en fait sur l'autre ordinateur, ça va prendre encore du truc. Et je pense que ça pourrait aller. Allô? Ok, ok, vas-y donc, ok. D'accord, super.
Donc, comme je le disais, on avait l'avènement du Web 1 où on ne faisait que lire en fait les informations qu'on voyait sur le net. Et puis après, on a eu le Web 2, qu'on utilise d'ailleurs même actuellement, ou sinon le Web 2.0 aussi. Voilà, où on a maintenant l'occasion d'interagir en fait avec le contenu qui nous est présenté et aussi de partager, comme on voit aussi avec les réseaux sociaux. Voilà. Mais il y a un problème en fait qui se pose que le Web 3 veut, euh, bon, on va dire, solutionner. Voilà. C'est que toutes nos informations que nous avons sont stockées de manière centralisée en fait. Donc, nos données appartiennent à une seule entité. Donc, les devanciers, en fait, ont trouvé que euh, c'est, c'est un peu mal vu, en fait, que nos informations ne soient pas à nous-mêmes nos propres, sous nous-mêmes nos propres contrôles. Donc, d'où vient, en fait, le Web 3 avec un Internet un peu plus décentralisé où l'utilisateur est au centre, en fait, de cet écosystème. Euh, pour comprendre aussi ce que le Web 3 en fait représente, il y a différentes caractéristiques. Voilà. Donc, en parlant de caractéristiques, nous allons voir en fait qu'il y a la décentralisation. Donc, qui permet en fait qui permet de créer une sorte de sécurité, voilà, autour des différents serveurs que nous avons. Cette année, il y a eu trois incidents qu'on a pu voir, notamment avec Microsoft qui était tout récent. Il y avait WhatsApp et Facebook. On a vu que tout le monde était paralysé. Bon, en tout cas, tous les utilisateurs de ces différentes plateformes-là étaient paralysés. Donc, ce qui, en fait, souligne encore le danger de faire confiance qu'à une seule entité pour stocker nos informations. Donc, avec le Web 3, il y a différents serveurs qu'on appelle de nœuds qui, qui ont chacun une copie du réseau, voilà, de la blockchain qui fait partie intégrante de la blockchain. Donc, même si nous avons deux ou trois serveurs ou nœuds qui sont en RAD, ça n'empêche pas en fait le bon déroulement du réseau, puisque les autres auront une copie du réseau et qui pourront alimenter la sécurité ou sinon la bonne maintenance du réseau. Et après cela, on a la transparence. Tout ce qui se passe en fait normalement dans ce milieu-là doit être transparent. Donc, transparent dans quel sens? C'est pas dire que nos informations, on va dire, sensibles seront mises à nu, non, mais tout ce que nous faisons comme transaction, c'est-à-dire que tout ce que nous enregistrons dans le réseau est normalement bien visible de tous. Donc, il n'y a pas de barrière à cela. Donc, ça, c'est le cas de la transparence. Il y a aussi l'immuabilité. Donc, l'immuabilité, en fait, euh, comme ça le dit, en fait, toute information enregistrée ne pourra être modifiée ni supprimée, en fait. Donc, ce qui garantit une certaine sécurité, une certaine transparence dans l'écosystème du Web 3. Mais ce qu'il y a à retenir aussi, ou sinon à souligner, c'est le fort potentiel de la blockchain. Bon, on entend parler beaucoup de blockchain, surtout en Afrique francophone. Il y a plein qui ne savent pas. Mais quand on parle de crypto, je pense que tout le monde sait déjà ce que ça veut dire. Voilà, mais il faudrait comprendre la technologie qui est derrière ces crypto-monnaies-là avant de pouvoir les utiliser. Ça, c'était un peu la petite parenthèse. Donc, pour revenir à la blockchain, on va dire que c'est une technologie distribuée. Voilà. Donc, qui se représente en fait comme un registre distribué où toute information, transaction est faite de manière sécurisée et transparente. Donc, une fois que vous avez enregistré vos informations, vos transactions dans la blockchain, euh, il est impossible, je veux le dire avec conviction, il est impossible de le modifier
ou de supprimer. C'est enregistré éternellement, pour toujours. Voilà, donc on voit un peu la pertinence de cette technologie-là et on verra plus tard dans quelle mesure en fait l'utiliser réellement. Euh, dans un premier temps, je veux d'abord souligner, voilà, euh, le contexte en fait dans lequel on peut se trouver. Sinon, la blockchain est peut-être utilisée pour des votes, voilà, pour des systèmes de vote dans les pays, voilà, des votes euh, présidentiels, voilà, dans les pays. Et il y a la Sierra Leone qui a eu à le faire en 2018, qui a été d'ailleurs même qui a été d'ailleurs même le premier pays, voilà, à pouvoir le faire dans le monde. Donc, ça a été quand même, même si c'était sur une certaine circonscription de leur pays, mais il faut reconnaître que c'est la blockchain qui a été utilisée pour leur vote, leur système de vote. Donc, après, on pourrait utiliser aussi dans les finances décentralisées. Ça, c'est un point qui touche un peu on va dire cet écosystème parce que tout ce qui est finance, je crois que ça attire beaucoup de personnes déjà dans un premier temps. Et puis, il faut dire que c'est pas donné à tous, en fait, d'avoir accès à des services financiers. Voilà, ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a des populations qui sont sous-bancarisées. Donc, mais avec l'avènement de la blockchain, donc la DeFi, voilà, la finance décentralisée, qui permet, en fait, à ces personnes-là d'utiliser ces services-là sans avoir recours comme on appelle un système centralisé tel que les banques, par exemple. Donc, après, on aura aussi l'avènement des applications décentralisées. Bon, donc, comprenez par là aussi, juste que ce sont des applications normales, comme ce que nous voyons, mais à la différence, c'est que au lieu de stocker nos informations chez une seule entité, ces informations-là sont stockées dans la blockchain. Voilà, donc voilà un peu, ça c'est la petite différence. Voilà, donc d'où les applications décentralisées. Donc il y a énormément d'applications décentralisées dans ce domaine. On aura peut-être l'occasion de citer deux ou trois. Euh, et aussi, ensuite, on aura des jeux. Voilà, un domaine qui est en plein essor actuellement. Parce que, voyez-vous, on utilise ou sinon on joue aux jeux vidéo, mais c'est juste pour le fun en réalité. Voilà, c'est juste pour le fun. Mais après, cette sensation de fun, de plaisir, après, il y a rien derrière. Mais avec l'avènement de la blockchain, on a pu voir que euh, les, les gadgets ou sinon les objets que nous collectionnons dans ces jeux-là peuvent nous permettre en fait d'avoir de l'argent. Voilà, on peut les échanger sur des plateformes décentralisées, comme j'ai cité tout à l'heure. On peut les vendre, voilà, donc avec l'avènement des NFT, voilà, aussi, une partie aussi de ce Web3-là qui a fait beaucoup de bruit, je crois, en 2021, mais qui s'est un peu apaisé. Mais n'empêche que ça soit toujours un domaine qui est en plein essor et qui a toujours sa valeur ajoutée dans l'écosystème. Voilà. Euh, après quoi, j'aimerais souligner aussi les outils qu'on utilise fortement dans le Web3 parce que venir du domaine du Web2 au Web3, c'est assez compliqué ou bon, c'est quand même fâcheux pour certains qui ne sont pas trop habitués. Déjà que on a nos populations ici en Afrique qui ne sont pas trop outils digitaux. Donc, avec une autre surcouche, ça devient un peu complexe. Mais je pense qu'avec le temps, les technologies s'améliorent. Il y aura toujours des solutions assez simples à utiliser. Donc, dans un premier temps, on a des wallets. Des wallets, ce sont juste des portefeuilles qui nous permettent
d'effectuer nos transactions, donc qui stockent en fait nos crypto-monnaies et qui nous permettent de faire des transactions euh, d'une personne à une autre personne, voilà, comme par exemple. Donc après, on aura aussi l'utilisation des blocs explorateurs, ouais, des explorateurs de blocs, voilà, euh, qui, qui nous permettent en fait de voir tout ce qui se passe dans une blockchain donnée, surtout les blockchains publiques. Vous n'avez qu'à aller sur l'explorateur de blocs de la blockchain en question et vous pouvez voir en fait tout ce qui se passe euh, comme transaction en fait, que ce soit des créations de contrats, que ce soit des transferts d'argent, en tout cas tout ce qui est transaction dans la blockchain, on peut y accéder à ces informations-là grâce à ces explorateurs de blocs. Mais je pense aussi que c'est bien en fait de dire, bon voilà, la blockchain, voilà ce qu'elle représente et tout, sinon le domaine du Web3, mais il y a aussi des limites en fait. Voilà, c'est pas forcément une solution, une potion magique, même si ça, ça, ça permet de solutionner beaucoup de problèmes, mais il y a quand même des limites. Entre autres, on pourrait citer déjà dans un premier temps l'adoption. Donc, l'adoption du Web3 et de la blockchain fait beaucoup de tâches parce que, je le disais tantôt, ici, surtout en Afrique, nos populations ont déjà du mal à utiliser les outils digitaux traditionnels. Donc, avec l'avènement du Web3 qui envoie encore d'autres interactions, ça devient un peu compliqué pour ces populations-là d'utiliser ou sinon de rentrer pleinement dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est un premier point. Je pourrais dire aussi, il y a la régulation. Euh, Parce que c'est vrai, c'est une technologie naissante, voilà, assez naissante. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à voir. Mais il faut dire aussi que les gouvernements, voilà, veulent quand même avoir un certain contrôle, en fait, sur cette technologie, et qui va carrément à l'encontre de sa philosophie. Donc, il y a quand même des problèmes de régulation. Mais au fil du temps, je pense que ils trouveront forcément des compromis, voilà, pour que tout cela soit facile pour une adoption massive de ces technologies. Et ensuite, je pourrais dire aussi un troisième point, la conséquence directe même de cette adoption, c'est, on va dire, euh, les- l'utilisateur, en fait, l'expérience utilisateur. Voilà, donc avec toutes ces interactions qui sont quand même, moi je suis développeur, hein, mais je peux dire que c'est pas donné à tous quand même de pouvoir utiliser des wallets et tout. Franchement, c'est pas facile. Donc, ce petit point, en fait, de l'expérience utilisateur fait un peu tâche sur l'adoption massive de cette technologie-là. Mais comme je le disais d'entrée du jeu, toujours est-il que, il y aura des solutions qui seront données ou sinon trouver pour que tous ces processus-là soient réduits ou sinon soient assez simples à tous. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ces différents défis-là. Euh, Maintenant, puisque je disais en fait que c'est une technologie assez naissante, voilà, on a commencé en 2008-2009. Donc, il y a encore beaucoup de choses à voir ou à faire. Notamment, la blockchain pourrait s'allier à d'autres technologies qui ont déjà le vent en poupe pour booster en fait on va dire, son adoption d'abord et aussi pour faciliter en fait
l'utilisation ou sinon nos différentes tâches que nous faisons au quotidien. Donc, il y a d'abord un premier point que je peux souligner qui est l'IA. Nous connaissons tous, chacun de nous a déjà entendu parler du chat GPT, par exemple. Donc, la blockchain pourrait s'allier à l'IA, par exemple, en ce sens que c'est vrai que on a des outils, on va dire, générateurs de contenu ou de ce qu'on veut, mais ces informations ne sont pas toujours fiables. Et ces informations, il faudrait vraiment avoir un œil en fait sur le domaine dans lequel on travaille pour pouvoir en fait déceler ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon en fait avec ces outils ou sinon ces contenus générés par l'IA. Donc, avec la blockchain, on pourrait améliorer voilà, ces informations, on en fait le tri de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et de garder ce qui est bon avec le système d'immuabilité de la blockchain, donc qui pourra sans doute aider l'IA à, à mieux performer et aussi permettre aussi à la blockchain de décoller et de s'ouvrir aussi à d'autres mondes. Voilà, par exemple. Et dernier point, j'aimerais souligner aussi l'IoT, donc les objets connectés, voilà, qui permettrait aussi, ça ferait une bonne fusion avec la blockchain qui, pour permettre aussi d'autres innovations ou sinon d'autres modèles économiques à venir. Notamment, là, on a aussi comment on appelle, il y a des thermomètres qu'on pourrait utiliser, par exemple, euh, pardon, couplé un peu à la blockchain et les objets connectés. On a aussi dans le monde même de l'immobilier, je donne un exemple, on a des Airbnb par exemple, mais pourquoi pas avoir une solution où on pourrait ne serait-ce que juste faire un paiement et puis juste arriver à l'entrée de la maison. Une fois que le paiement est fait, on peut juste rentrer à la maison sans avoir de clé. Donc, c'est un peu des innovations à venir et je pense que je suis sûr et certain que ça ne va pas tarder en tout cas. Donc, voilà un peu de ce que je peux dire en fait en deux points rapidement résumés euh, sur un peu les avancées technologiques futures voilà, du Web3 et de la blockchain. Et en dernier point, j'aimerais souligner en fait certaines mesures de sécurité. Peut-être il y a certains qui utilisent déjà les outils blockchain. Il y a certains qui ne s'y connaissent pas vraiment. Mais il y a un fort taux de perte de wallet, donc de portefeuille, ou sinon de fonds dans ce milieu-là. Donc, tout cela, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps peut-être de mieux comprendre en fait les dangers qui tournent autour de cette technologie. Donc, il va falloir vraiment, vraiment faire très, très, très attention, notamment quant à l'utilisation des wallets aux sites, les sites auxquels on se connecte. Voilà, je pense que l'élément premier même de vérification d'un site correct, c'est de voir le petit cadenas qui sort, je crois, à gauche là, sur le navigateur, d'être sûr vraiment que c'est le cadenas, il est en vert, que c'est sécurisé. Et dans un premier temps, faire aussi attention aux fautes d'orthographe dans les différents sites. Il y a des personnes qui ont perdu énormément d'argent juste à cause d'un petit i qui était mal positionné dans le nom de domaine d'un site. Il y a aussi le gros danger derrière cette utilisation de la blockchain, c'est euh, les clés privées. Voilà. Donc, on a eu à parler, on en parle, mais c'est bien de toujours revenir là-dessus parce que c'est important. Euh, il est impératif, en fait, de garder, en fait, sa clé privée. Voilà, parce que comme son nom l'indique, c'est privé, en fait. Moi, je le dis, en fait, même à la personne que vous voyez dans un miroir,
quand vous êtes seul même, ne partagez pas en fait cette information-là avec la personne que vous voyez dans ce miroir. Parce que une fois que quelqu'un a accès en fait à cette clé privée-là, euh, elle a accès en fait, cette personne a accès à vos fonds et ces fonds pourraient ne plus vous appartenir, malheureusement. Et une fois que c'est parti, c'est parti, il n'y a pas de retour possible, en fait. C'est ça aussi le couteau, l'autre facette, en fait, tranchante de la blockchain. Donc, voilà un peu résumé euh, l'avènement du Web3 et on va dire, ses contours. Si vous avez des questions ou si Wilfried aussi il a des questions, n'hésitez pas surtout. Merci bien. Merci Suleiman. Merci pour ce développement-là. Moi, ce que moi je retiens, c'est que le Web3, c'est bien le futur de l'Internet, ou du moins la future évolution de l'Internet. Et quand on dit on parle de future évolution d'Internet, il y a des opportunités, mais aussi à l'intérieur, dans son utilisation, il faut comprendre qu'il pourrait y avoir des risques. C'est dans ce contexte que nous avons un participant qui pose la question suivante, Mhm. à savoir, est-ce que l'Afrique peut réellement profiter de la blockchain compte tenu de nos réalités? Je crois que tu avais déjà brossé euh, quelques éléments de réponse, mais je te laisse la parole. D'accord. Merci déjà Allô, voilà, merci à celui qui a posé la question. Oui, même si je l'ai dit brièvement, je pense que c'est le moment aussi de parler un peu plus en profondeur. Oui, c'est vrai, c'est une question assez pertinente parce que c'est une réalité, hein. C'est une réalité, ce que vous avez dit dans votre question. Mais on ne pourra pas forcément profiter de la blockchain en un temps record, en fait. Voilà, puisque déjà, même que ce n'est pas adopté de façon, on va dire, générale. Donc, on aura, mais avec ce genre de webinaire organisé par Bit Trading, je pense que au fil du temps, à chaque fois qu'il y a l'opportunité d'en parler, il faudrait en parler. Et aussi, pour ceux qui viennent écouter ou qui viennent participer aux événements liés à ce domaine-là, à vous aussi d'avoir cette mission-là, d'essayer, en tout cas, d'expliquer aussi à votre entourage. Parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à propager, en fait, les nouvelles. Mais l'Afrique, il faut dire que l'Afrique aussi joue son rôle dans ce milieu de démocratisation de la blockchain, notamment avec beaucoup de formations que je vois d'ailleurs un peu partout dans ce continent. Donc, c'est déjà la base en fait. Voilà, donc avec beaucoup de formation, d'éducation en griffe, je pense qu'on arrivera quand même à avoir un bon niveau de compréhension et pourquoi pas de manipulation en fait de ces outils-là. Avant même, ou sinon, peut-être que ça va coïncider avec le fait que cette technologie-là soit simplifiée déjà pour que tout le monde puisse l'utiliser. Parce que, tel que vous posez la question aujourd'hui, ceux aussi qui sont derrière ces plateformes se posent la question. Ils se disent que, bon, voilà, on ne va pas développer une technologie qui est censée être décentralisée, qui est censée appartenir un peu à tout le monde, et puis laisser des populations en marge. Voilà, donc ils vont toujours essayer de trouver des solutions pour pouvoir simplifier en fait l'utilisation de la blockchain ou du Web3 en général. Ok, c'est bien noté. Je crois que le participant a bien pris note. On retient ici, par rapport à la question du participant, que l'utilisation de la blockchain est une réalité sur le continent, hein, mais n'empêche que plusieurs facteurs aujourd'hui contribuent à un ralentissement au niveau de son adoption de façon générale.
au niveau de chaque pays et également dans la plupart des communautés. Ainsi, nous avons une autre question. Là, on demande s'il existe un cas réel d'utilisation de la blockchain que tu connais précisément dans le domaine de la santé, ici en Côte d'Ivoire ou peut-être quelque part en Afrique francophone. Si c'est le cas, ça serait intéressant de nous partager cette information. Très, très, très belle question. Mais malheureusement, je n'en connais pas en Afrique francophone en général et en particulier en Côte d'Ivoire. Et, et je pense que ça peut être une belle opportunité pour déjà mettre ce genre de solution-là à la portée de ce domaine de la santé. Même s'il en existe, pourquoi pas multiplier en fait ces cas d'usage-là dans ce domaine. Mais personnellement, je n'en connais pas dans la santé en Afrique francophone et même en Côte d'Ivoire. Ok, voilà qui est répondu, la préoccupation de notre participant. Bien évidemment, si notre participant avait peut-être une expérience ou du moins une information dans ce domaine-là, ça serait intéressant aussi de nous la partager, hein, pour que chacun d'entre nous puisse avoir cette information. Sinon, on va évoluer dans les questions. S'il n'y a pas d'intervention. Allô? Allô? On a un participant qui vient d'ouvrir son micro. Ok, donc je disais qu'on allait avancer dans les questions. Moi, concernant le webinaire, je me suis fait un plaisir de noter quelques questions qui vont sans doute permettre à l'ensemble des participants ici présents dans ce webinaire à mieux comprendre le contour du Web3. Et la question est la suivante. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des critères pour évaluer la viabilité ou la légitimité des projets Web3, notamment avec la crypto, il y a eu une certaine vulgarisation de ce secteur-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des éléments palpables qui pourront nous aider à prendre des décisions compte tenu vis-à-vis de la viabilité, la légitimité d'un projet Web3? Euh, d'accord. En fait, pour ce qui est tu parles en fait des investisseurs en fait voilà, qui, qui veulent en fait peut-être, qui s'intéressent peut-être à un projet Web3 et d'essayer de voir en fait comment est-ce qu'ils pourraient être sûrs que ce sont de bons projets, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Effectivement, est-ce que ce sont des projets Voilà. réels, la Web3, D'accord. et puis est-ce que... D'accord. Pour mon expérience, je pense qu'il y a certains facteurs qu'on doit prendre en compte. Notamment le concept même fondamental du projet en question. Voilà, il faudrait comprendre euh, quelle est la plus-value en fait de ce projet Web3 là. Qu'est-ce que ce projet-là apporte en fait de nouveau, ou sinon quel problème il tend à résoudre en fait. Ça, c'est déjà un premier pas pour essayer de comprendre en fait la philosophie du projet. Parce que c'est vrai, investir, c'est bien, surtout quand on parle d'argent, ça attire beaucoup plus de personnes, mais il est important de savoir en fait tout ce qui tourne derrière en fait. Voilà. Et pour les projets Web3, il y a pour, pour, pour sa nature même de transparence, il y a toujours en fait on va dire il y a des livres blancs ou même des codes où leur code source est publié aussi sur des plateformes qu'il faut jeter un coup d'œil. Je ne dis pas hein, parce que c'est très technique, mais est-ce que ces codes-là, sinon ce code-là a été audité, voilà, a été audité, mais par quelle entreprise d'audit en fait
de ces contrats intelligents-là, parce que c'est ce qui alimente en fait ces projets. Et en fait, qu'est-ce que l'audit, s'il y a audit, et comment est-ce que on va dire, les devanciers de ce projet-là, ou sinon les précurseurs, qu'est-ce qu'ils font en fait? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pallier peut-être aux problèmes qui ont été cités peut-être dans les audits. Donc, ça va éviter en fait d'injecter euh, pour ne pas se faire pirater en fait à l'avenir en fait. Donc, et puis après, il faut voir aussi les, les, les promesses en fait de ce projet. Voilà. Est-ce que ce sont des promesses réalisables? Parce que c'est bien vrai, hein. On est tous attirés par le gain, mais faudrait vraiment une certaine logique en fait derrière pour qu'on puisse voilà, être sûr en fait de dans quoi est-ce on avance, voilà, ou sinon on investit. Et puis aussi le mode économique de ce projet-là, je pense que qui est très important. Comme je l'ai dit, puisque c'est de manière transparente, il y a forcément ces informations-là qu'on divulgue pour les futurs adhérents. Donc, il faudrait vraiment chercher, creuser à ce niveau-là pour comprendre en fait ce qui se passe derrière et aussi voir si ce projet est totalement transparent. Voilà. Parce qu'il y a des projets, on a eu un cas comme ça, qui prétendent voilà, fonctionner sous le Web 3, mais en fait, en réalité, derrière, ce n'était pas vraiment du Web 3, c'était du Web 2. Et puis après, un bon matin, voilà, le propriétaire se barre avec les fonds. Donc, je pense que ces différents points-là pourront quand même donner en fait une certaine ligne directive pour essayer de comprendre en fait ce qu'il y a derrière un projet Web 3 avant de s'y intéresser réellement. Ok. Merci beaucoup, Suleiman, pour avoir énuméré ces quelques points. J'en suis sûr qu'il y en a encore d'autres éléments dont on doit tenir compte pour pouvoir, avant d'investir dans un projet, un réel projet Web 3. Mais déjà, je pense que tu as partagé les plus importants que nous devons retenir. Donc, entre autres, bien sûr, la prise de connaissance du white paper. Donc, on a un condensé d'informations sur le projet. Nous allons évoluer avec les questions des différents participants. Là, on a une question de Alan Prom euh, qui nous dit qu'après l'arrestation du PDG de Telegram, on a vu que certains acteurs majeurs ont initié de trouver des solutions pour le libérer. Donc, ici, il nous demande, est-ce que nous connaissons d'autres cas d'utilisation et Allô? Allô, Wilfried, moi, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, hein. Oui, on n'entend pas, hein. Il y a un problème. allô, allô, Suleiman, je crois que je vous ai perdu Oui, un oui, moment, mais est-ce que on on te a... reçoit maintenant. Donc, tu disais, Ah, ok, mais oui, là, je partageais la question la préoccupation d'un participant, ok, qui avait demandé euh, si tu connaissais des cas d'utilisation, en étaient les avantages. pardon, tu peux répéter, la dernière partie de ta question? Oui, 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 on t'entend, on t'entend, reçoit maintenant. Donc, tu disais, on te reçoit maintenant. Donc, tu partageais la question d'un participant, ok, qui avait demandé si tu connaissais des cas d'utilisation, en étaient les avantages. Pardon, tu peux répéter la dernière partie de ta question?
Je demandais, est-ce Mhm, que tu connaîtrais des cas d'utilisation de DAO? Il avait mhm, donné pour exemple la récente arrestation du PDG de Telegram, donc au cours de laquelle il y avait eu une DAO qui avait été mise en œuvre de mhm. sorte à pouvoir prendre euh, des initiatives. Donc, le participant demanderait, souhaiterait savoir si nous avons d'autres cas d'utilisation de ce système-là. Ah, d'accord, d'accord. Oui, effectivement, il y a plusieurs cas d'utilisation des DAO. On a les plus répandus, c'est ceux on les retrouve le plus souvent dans la DeFi. Voilà, donc la finance décentralisée, avec on va dire, leader Uniswap sur la blockchain d'Ethereum. Voilà. Après aussi, on a AV aussi, qui se trouve aussi sur Uniswap. Euh, Ça, c'est côté DeFi. Voilà. On a aussi des jeux qui peuvent aussi implémenter, ou sinon qui implémentent aussi des DAO. Voilà. Notamment, on a Illivium, qui a aussi, qui est un jeu dans le domaine du Web3 qui propose aussi cette partie de DAO. On a aussi de Sandbox, voilà, qui implémente aussi cette technologie-là. Donc, il y en a vraiment des masses, mais ça dépend aussi de quelle, on va dire, de quelle circonscription on fait dans, dans, dans laquelle on s'inscrit, en fait. Donc, comme je l'ai cité, il y a la DeFi, il y a des chaînes d'approvisionnement, il y a de tout, en fait. Donc, pour ne citer que ces quelques exemples, hein, mais sinon, après, il y en a plein, plein, plein d'autres exemples. Allô, allô, Wilfried, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si on me reçoit. Ok, ok, je crois que là, c'est bon. Oui, oui, on te reçoit D'accord. parfaitement. J'arrivais pas à émettre mon micro. Ok, merci beaucoup pour... j'ai dû perdre l'historique de toutes les autres questions, mais il y avait une dernière question. J'espère que le participant qu'il avait posé va juste le remettre, ou du moins la remettre dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Mais pendant que nous parlons de DAO, pour les personnes ou pour les participants qui ne savent pas trop ce que c'est, les DAO sont simplement des organisations autonomes décentralisées. On les retrouve surtout dans le milieu de la blockchain. Donc, moi, j'ai une question à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons les. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient remplacer les organisations traditionnelles que nous avions dans le système actuel? Et également, euh, quels, quels sont les avantages de l'utilisation des DAO? Et puis, de façon naturelle, quels sont également les inconvénients? D'accord. Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à dire remplacer en tant que tel, mais je pense que on pourrait peut-être améliorer, voilà, certains aspects des, des organisations traditionnelles à l'heure actuelle. Ouais, mais pourquoi pas dans un futur, hein, voilà, qui pourrait être remplacé totalement par les DAO. Mais dans l'immédiat, je pense que déjà, le fort potentiel de, de, de la DAO, en fait, ou sinon des DAO, il y a d'abord la décentralisation. Donc, ça va permettre, en fait, on va dire, de supprimer, en fait, tout ce qu'il y a comme hiérarchie.
au sein de l'organisation parce que euh, tout le monde, en fait, détenant, en fait, cette gouvernance-là est au même pied d'égalité, en fait. Voilà. Donc, il y a une certaine, bon, on va dire un certain équilibre, en fait, voilà, entre les différents participants. Et donc, ce qui permet aussi une prise de décision collective et transparente dans ce genre d'organisation. Donc, en parlant de transparence, on va dire la conséquence directe, c'est que ça crée aussi la confiance entre les participants ou sinon les responsables aussi de cette organisation. Donc, en deuxième point aussi, on a l'un des avantages aussi, c'est la réduction des frais administratifs, la réduction des frais même et des processus administratifs. Voilà. Parce que, voilà, traditionnellement, il y a tellement de processus dans nos différentes organisations. Si on jette un coup d'œil, en fait, dans la fonction publique, on verra il y a beaucoup de choses à faire. Donc, avec l'avènement des contrats intelligents, donc des smart contracts, on pourra notamment automatiser en fait les processus et donc réduire au maximum les intermédiaires et donc les coûts de, des transactions. Et aussi, on a une accessibilité, on va dire, mondiale, parce que on peut être ici en Afrique et puis être, on va dire, propriétaire, oui, dans une organisation en fait, qui se trouve en Chine, par exemple. Mais dans nos organisations traditionnelles, c'est impossible, en fait. C'est carrément impossible. Tout comme quelqu'un ne peut pas être en Chine et puis, voilà, être facilement comme ça. Propriétaire dans une organisation ou sinon être décisionnaire, voilà, être décisionnaire dans une organisation sans même connaître la personne. Voilà, donc je pense que ça ouvre en fait la porte vers de nouveaux horizons qui permet aussi d'inclure en fait toute personne, quelle que soit sa situation géographique. Donc, en parlant d'inconvénients, oui, effectivement, il y a forcément des inconvénients. Il y a forcément des inconvénients. Moi, je peux tout de suite citer la complexité technique, voilà, du Web3 en général même, et puis des DAO, voilà, parce que après, il faut comprendre en fait certaines choses avant de s'y aventurer, en fait. Donc, ça, c'est un peu un petit blocage, je pense, hein, à mon avis. Et aussi, il y a un manque de régulation. Voilà, comme je le disais en introduction ou d'entrée de jeu, la blockchain ou le Web3, c'est encore une technologie naissante. Donc, toutes les réglementations ne sont pas encore mise au point. Donc, on peut facilement avoir des différends juridiques. Et bon, voilà, ça ne pourra pas vraiment aboutir en fait à grand-chose, puisque c'est pas réglementé par derrière. Donc, il y a ce risque-là aussi. Et puis, il y a le risque de piratage des smart contracts. Donc, comme je le disais dans l'audit, quand je répondais à la question de quelqu'un là. Donc, il faut vraiment faire très attention aussi, voilà, dans ce genre de cas-là, parce que c'est toute une organisation qui se repose en fait sur du code. Voilà. Et ce code-là est écrit par des humains. Donc, les humains, forcément, ils peuvent se tromper, ils font des erreurs. Donc, au cours des dernières années, là, il y a eu tellement de pertes de fonds dans différents systèmes ou organisations dans ce monde du Web3. Donc, il faut vraiment faire attention à ce côté. Donc, je pense que ça aussi, c'est un risque à ne pas minimiser, surtout. Et en dernier point, moi, je pense hein, que c'est très essentiel aussi. Il y a ce manque de contact humain. Voilà, c'est vrai que c'est bien de,
d'utiliser les innovations technologiques, mais arrivé à un certain point aussi, il faut quand même de l'interaction humaine, il faut des contacts humains parce que ce sont les humains même qui sont déjà au centre de tout ça. Donc, je pense hein, que c'est très important aussi à ce niveau. Donc, Et voilà un peu les inconvénients. effectivement, Mhm. effectivement, ben, là, nous aurons pour le webinaire prochain, pour les personnes qui souhaiteront en savoir plus, nous aurons un webinaire qui sera dédié exclusivement aux organisations autonomes décentralisées dans la blockchain. Donc, ça serait intéressant pour les uns et les autres de pouvoir participer. Ça va se tenir le mardi prochain. En temps, les différents participants ont renvoyé leurs questions qui avaient été perdues tout à l'heure. Je pense que vu que nous avons prendre trop de temps pour les réponses, mais je vais te les lire pour que tu puisses donner rapidement des éléments de réponse. La première est, en termes de choix de blockchain pour les produits financiers, laquelle des blockchains serait appropriée pour les projets défis? Euh, moi, je ne pourrais pas donner de conseils hein, voilà, concernant ce. C'est pas des conseils d'investissement. Voilà ce que je veux dire. Mais vu la qualité des services, vu la longévité de ces plateformes-là, je pense que on pourrait facilement citer Uniswap. euh, qui utilise en fait la blockchain Ethereum. Donc, on a l'Ethereum déjà qui fait de belles prouesses. Voilà. Donc, si vous recherchez une blockchain pour des projets DeFi, je pense que Ethereum, déjà, c'est le pionnier, voilà, dans ce domaine-là. Après, vous avez Solana, voilà, qui vraiment qui propose pas mal de belles choses aussi à venir. Et puis, je peux citer Cardano. Cardano, pour sa robustesse, en fait. Parce que j'ai aussi utilisé le code et tout. J'ai vu que c'est pas du gâteau en fait. Donc et le projet qui est derrière en fait, vraiment il bosse dur euh, pour maintenir en fait une blockchain assez robuste et fiable pour les utilisateurs. Je pense que ces trois-là déjà pourraient facilement permettre de checker ou vérifier en fait des projets DeFi en fait. Ok, d'accord. J'espère Là, que ça va nous conduire c'était ça la direct. question. Oui, oui, bien évidemment, c'était ça la question. Ça va nous conduire directement à la seconde, hein, dans laquelle on demande d'énumérer trois projets que tu connaîtrais. Des projets Web3, mais dans quel sens en fait? Parce que je sais pas réellement. Ce sont des jeux, ce sont des blockchains Ben même en là, tant que ça tels. n'a pas été Euh, spécifié, mais je crois que voilà, mais il y a pas de souci, il n'y l'intervenant a pas de veut. souci. Voilà. Euh, je pense que déjà, on pourrait voir du côté des applications décentralisées, donc dans la DeFi par exemple. Euh, hum, à part j'ai cité AV, je crois, avec Uniswap. On a du PancakeSwap, mais qui est vraiment du copier-coller de Uniswap. Mais hormis cela, on a du Compound, on a, on a aussi on a du Curve, qui sont de très, très, très bons projets euh, blockchain, Web3 même, voilà, qui permettent d'avoir des frais, des prêts bancaires, des prêts, voilà, pas bancaires, mais des prêts, voilà, pour effectuer certaines transactions et tout, et pourquoi pas faire du staking et autres. Moi, je pense que dans ce sens-là, moi, je peux répondre à cette question. Mais pour des projets crypto ou investissements crypto, franchement, je n'ai pas de vue là-dessus, sincèrement, pour être honnête.
parce que moi, je suis plus, en fait, voilà, Dans la voir du côté technique. technique et tout, voilà, justement. Non, je peux m'y intéresser, mais je fais beaucoup plus attention au côté technique. Voilà. Donc, même quand je fais mes codes, il faudrait que j'ai des plateformes pour tester, en fait, mes codes et tout. Donc, voilà. Mais des projets crypto, investissements crypto, franchement, j'ai pas de vue, en fait, sur les investissements crypto. Ok, donc voilà qui est répondu. Là, nous avons quelques secondes pour terminer ce webinaire, mais la dernière question va sans doute concerner ton métier, hein. Tu es D'accord. développeur dans le domaine de la blockchain, ce qui est très intéressant pour ce webinaire-là. Donc, il y a un participant qui demande, aujourd'hui, pour être un chef projet, pour quelqu'un qui veut faire de la reconversion, quelles seraient les compétences ou les connaissances nécessaires pour y parvenir? Question intéressante, hein. Je pense que cette personne doit être peut-être quelqu'un de très technique, peut-être. Mais je pense que, il n'y aura pas trop de différence entre la gestion de projet Web3 et Web2. Trop de différence, je veux dire, en termes de base fondamentaux. Mais les premiers pas, il faudrait forcément connaître ce que c'est que le Web3 et la technologie blockchain. C'est obligatoire d'avoir ces compétences-là, de savoir en fait c'est quoi en fait tous ces concepts qui sont autour de la blockchain. Je parle de consensus par exemple, je parle de nœuds, je parle de décentralisation, d'immuabilité, de transparence, de contrats intelligents. Donc, ce serait intéressant, en fait, d'avoir une vue d'ensemble, en fait, sur ces éléments-là avant d'attaquer directement, en fait, on va dire ce nouveau rôle, mais aussi se familiariser avec au moins une blockchain publique telle qu'Ethereum. Moi, c'est un très bel exemple que j'aime donner parce que il y a pas mal d'updates qu'ils font, il y a pas mal d'innovations, il y a pas mal de recherches qu'ils font. Donc, une fois que vous êtes familiarisé avec Ethereum, qui englobe en fait beaucoup d'autres blockchains qui tournent en fait sous sa machine virtuelle, donc l'EVM. Donc, on aura des polygones, on aura du Arbitrum, ainsi de suite. Donc, une fois que Ethereum est connu, est maîtrisé, je pense que ça peut faciliter en fait la compréhension des autres blockchains. Donc, aussi comprendre hein, aussi les langages de programmation. Utilisé dans ce domaine-là en tant que chef de projet Web3. Il faut savoir aussi quels sont les langages qui seront aptes pour tel ou tel projet, quelle blockchain on pourrait utiliser dans un tel cas, par exemple. Donc, c'est très important. Aussi, je pourrais terminer pour dire aussi les outils qu'on utilise dans cet écosystème-là, à savoir les outils d'audit de contrats intelligents, euh, des outils de déploiement, des environnements de, de programmation, par exemple. Donc, c'est très important, en fait, de connaître ces différents éléments-là et même, pourquoi pas, des différents wallets, voilà, pour pouvoir les intégrer facilement aussi dans nos projets Web3. Ok, merci beaucoup, Suleiman. Là, je vais te demander de donner quelques mots pour conclure et moi, je Ah bon, on pourrais a, on a bien terminé? évidemment donner les informations nécessaires. Oui, 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 oui. Le, Je, le je temps passe crois, quand je, même je vite. crois que lorsqu'on parle de sujets assez passionnants, bien sûr, D'accord, quand c'est d'accord. passionnant, on ne voit pas le temps passer. Là, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ben, écoute, je pense que euh, la blockchain, c'est plus qu'un buzz. Voilà, c'est plus qu'un buzzword. Donc, il est impératif, hein, je dirais même, il est impératif pour nous, euh, Africains, surtout francophones, de s'y intéresser. Ne nous limitons pas seulement aux investissements crypto. Parce que, voyez-vous, on peut connaître, on peut
on ne peut pas aimer un fruit, en fait, voilà, sans connaître son arbre en tant que tel. Voilà. Vous aimez bien les cryptos et tout, on aime bien ça, mais on ne sait pas, en fait, la technologie sur laquelle est reposée ces cryptos-là. Donc, c'est un peu dommage parce que si on connaît un peu les tenants et aboutissants de cette technologie-là, on pourrait, en fait, ça pourrait nous éviter beaucoup de malentendus, ça pourrait nous éviter des pertes de fonds, et ça pourrait nous aider aussi à mieux prospérer. Donc, je pense que c'est très essentiel pour nous de nous y intéresser. Voilà. Ce n'est pas seulement une histoire de je suis technicien ou non. Même les non-tech, euh, on leur place dans ce domaine-là. Que vous soyez dans le domaine du marketing, de la communication, que vous soyez dans le domaine de l'art, que vous fassiez de la musique. Vraiment, il y a des opportunités pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, moi, j'invite voilà, ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront après de vraiment s'intéresser en fait d'abord à la technologie blockchain, voilà, qui est le centre de gravité du Web3, de comprendre en fait réellement ce qu'il y a derrière. Et puis après, chacun pourra faire son petit chemin. Ok, c'est sur ces mots-là que nous allons te dire merci. Il y a déjà des participants qui sont plus ou moins satisfaits du webinaire. Donc, merci Souleymane pour ta disponibilité. Merci d'être venu aujourd'hui à ce webinaire-là, nous partager ton expérience, ce que tu sais de Mhm. la blockchain. Sans oublier, Souleymane Ouattara, bien sûr, est sur LinkedIn. Donc, vous pouvez le trouver sur LinkedIn et puis pourquoi pas partager cette passion-là avec lui. Et pour les personnes qui veulent aller aussi plus ou moins loin ou creuser dans ce que c'est que le Web3, BitTrading est également l'endroit qui vous permettra aussi d'avoir le maximum d'informations et d'orientation dans ce qui concerne les domaines. Pour les personnes qui souhaiteraient une reconversion ou également se perfectionner dans certains services comme le trading, etc., etc. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux de communication. Vous les avez dans le chat. Nous sommes sur Instagram, Twitter, Telegram, LinkedIn et tous ces supports de communication-là. Merci encore, Suleiman, pour cet incroyable, ou du moins cet intéressant webinaire. Et puis, je crois qu'on va garder le contact et dire merci à tous les participants. On se retrouve le mardi prochain, cette fois-ci, sur un webinaire qui va porter sur les organisations autonomes décentralisées. Je sens que là-bas également, il y a des questions. Ça serait important d'y participer. Merci et bonne soirée à tous. Merci, Wilfried, merci à tout le monde et bonne soirée.